Voici un passage de Tite-Live qui suffisait seul pour prouver que les anciens composaient la déclamation des pièces de théâtre qu'il écrivait en notes et qu'elles s'exécutaient avec un accompagnement d'instruments avant. Cet auteur a jugé à propos de faire dans son 7e livre une courte dissertation sur l'origine et sur l'histoire des représentations théâtrales à Rome. Après avoir dit que l'an de Rome 390, Rome fut affligée d'une peste et que pour l'y faire cesser on y célébra des 2 jeux qui consistaient en représentation de pièces de théâtre. Il ajoute l'art de ces représentations écrit alors nouveau à Rome, l'on n'y reconnaissait que les spectacles du cirque. Ainsi ce furent des comédiens qu'on avait fait venir d'Étrurie, qu'on vit dans ce temps-là sur notre théâtre, où ils représentaient suivant la manière de leur pays, c'est-à-dire en faisant assez bien les gestes à la cadence des instruments avant et en récitant des vers qui n'avaient point encore aucune déclamation composée à laquelle nos comédiens fussent obligés d'assujettir leur action. Mais l'art des représentations théâtrales, où nos jeunes gens avaient pris un grand goût, se perfectionna avant peu. D'abord on récitait des vers faits sur le champ, mais bientôt on apprit, continue Tite-Live, à faire des pièces suivies et dès le temps du poète Andronicus, la récitation de quelques-unes de ces pièces se trouvait déjà être mesurée et l'on en écrivait déjà la note pour la commodité des joueurs de flûte. L'action y était déjà assujettie. Du reste, sans paroles versifiées, sans mimique imitant l'action d'un poème, les acteurs appelés d'Étrurie, dansant au son de la flûte, exécutaient à la manière étrusque des mouvements qui n'avaient rien d'inconvenant. Les jeunes gens alors de se mettre à les imiter, se lançant en même temps les uns aux autres des plaisanteries en vers grossiers, et les gestes ne détonnaient pas par rapport aux paroles. Le nom fut donné aux histrions, qui ne se lançaient plus l'un l'autre au hasard, comme autrefois un vers sans cadence et informe, semblable au vers fessénin, mais jouaient en entier des satires remplis de mélodies, le chant y étant alors déterminé selon le joueur de flûte et le mouvement en accord avec lui. J'ai demandé à plusieurs musiciens s'il serait bien difficile d'inventer des caractères avec lesquels on pût écrire en notes la déclamation en usage sur notre théâtre. Nous n'avons point assez d'accent pour l'écrire en notes avec les accents ainsi que les anciens l'écrivaient. Ces musiciens m'ont répondu que la chose était possible et même qu'on pouvait écrire la déclamation en notes en se servant de la gamme de notre musique, pourvu qu'on ne donnât aux notes que la moitié de l'intonation ordinaire. Par exemple, les notes qui ont un semi-ton d'intonation en musique n'auraient qu'un quart de ton d'intonation dans la déclamation. Ainsi on noterait les moindres abaissements et les moindres élévations de voix qui soient bien sensibles du moins à nos oreilles. Nos vers ne portent point leur mesure avec eux, comme les vers métriques des Grecs et des Romains le portaient. Mais on m'a dit aussi qu'on pourrait dans la déclamation ne donner aux notes que la moitié de leur valeur ordinaire. On n'y donnerait à une blanche que la valeur d'une noire, à une noire la valeur d'une croche, et on évaluerait les autres notes suivant cette proportion-là, ainsi qu'on le ferait dans l'intonation. Je sais bien qu'on ne trouverait pas d'abord des personnes capables de lire couramment cette espèce de musique et de bien entonner les notes, mais des enfants de 15 ans à qui l'on aurait enseigné cette intonation durant 6 mois en viendraient à bout. Leurs organes se plieraient à cette intonation, à cette prononciation de notes faites sans chanter, comme ils se plient à l'intonation des notes de notre musique ordinaire. L'exercice et l'habitude qui suit l'exercice sont par rapport à la voix ce que l'archet et la main du joueur, l'un d'instruments, sont par rapport au violon. Peut-on croire que cette intonation fut même difficile? Il ne s'agirait que d'accoutumer la voix à faire méthodiquement ce qu'elle fait tous les jours dans la conversation. On y parle quelquefois vite et quelquefois lentement. On y emploie toutes sortes de tons et l'on y fait les progressions soit en haussant la voix, soit en la baissant par toutes sortes d'intervalles possibles. La déclamation notée ne serait autre chose que les tons et les mouvements de la prononciation écrite en notes. Certainement, la difficulté qui se rencontrerait dans l'exécution d'une pareille note n'approcherait pas de celle qu'il y a de lire à la fois des paroles qu'on n'a jamais lues et de chanter et d'accompagner du clavecin ces paroles sur une note qu'on n'a pas étudiée. Cependant, l'exercice apprend même à des femmes à faire ces 3 opérations en même temps.
Quant au moyen d'écrire en note la déclamation, soit celui que nous avons indiqué, soit un autre, il ne saurait être aussi difficile de le réduire en règles certaines et d'en mettre la méthode en pratique qu'il était de trouver l'art d'écrire et note les pas et les figures d'une entrée de ballet dansée par 8 personnes, principalement le pas étant aussi varié et les figures aussi entrelacées qu'elles sont aujourd'hui. Cependant, Feuillet venait à bout de trouver cet art, et sa note enseigne même aux danseurs comment ils doivent porter leurs bras. J'ajouterai encore que quoique la chorégraphie n'ait été publiée qu'en 1606, néanmoins les personnes de la profession, tant en France que dans les pays étrangers, y savent déjà lire couramment. Continuation des preuves qui montrent que les anciens écrivaient en notes la déclamation. Des changements survenus vers le temps d'Auguste dans la déclamation des Romains. Comparaison de ce changement avec celui qui est arrivé dans notre musique et dans notre danse sous Louis XIV. Retournons aux preuves de fait qui montrent que les anciens écrivaient en notes la déclamation de leurs pièces de théâtre. Elles sont ici d'un tout autre poids qu'un raisonnement fondé sur des possibilités. Toutes les fois que Cicéron parle de la déclamation des vers dramatiques, il en parle non pas comme nous parlerions de la déclamation des vers de Corneille, qui est arbitraire. Cicéron parle de la déclamation des vers dramatiques comme d'une mélodie constante suivant laquelle on prononçait toujours ces vers. Il en parle comme d'une beauté, pour ainsi dire, aussi inhérente aux vers qu'il cite que la beauté qui résultait du sens qu'il renferme et du choix des mots dont ils sont composés. Cicéron, après avoir rapporté quelques vers d'une tragédie, dit « Voilà des vers excellents ». Les sentiments, l'expression, la modulation, tout y respire le deuil. Ces vers sont brillants, en effet, les sentiments, les expressions, la modulation y respirent le deuil. C'est ainsi que nous nourrions un récit des opéras de Lully. Cicéron, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, parle des pièces de théâtre de Livius Andronicus, d'Ennius et de Noevius, 3 poètes qui vivaient environ 200 ans avant lui, comme d'une déclamation composée dans le temps. Il avait mis leur pièce au théâtre et laquelle on suivait encore cependant dans le temps qu'il écrivait. Si cette déclamation n'eût point été couchée par écrit, aurait-elle pu se conserver si longtemps qu'on juge si je change rien au sens de Cicéron. Nous avons vu, dit-il, introduire sur la scène à la place de la musique simple et grave des pièces de Noevius et de Livius Andronicus, une musique si pétulante que les acteurs, pour suivre la mesure, sont obligés de s'agiter, de faire des roulements d'yeux et de contorsions de tête, en un mot, de se démener comme des forcenés. C'est ainsi qu'il s'explique, après avoir dit que Platon n'a point tout à fait tort lorsqu'il soutient qu'on ne saurait changer la musique dans un pays sans que ce changement produise une altération sensible dans les mœurs des habitants. Pour moi, je ne crois pas que ce danger soit si redoutable, ni qu'il soit non plus tout à fait négligeable, mais il y a ceci, des chants qui étaient naguère remplis d'une allégresse austère. Grâce aux avis de Livius et de Noevius, maintenant on arrive à aller hurler, et l'on se tord le cou et les yeux en même temps que l'on tord la mesure. Nous avons déjà vu que le geste des comédiens des anciens était aussi assujetti à la mesure, que la récitation même. On commençait donc du temps de Cicéron à changer la déclamation théâtrale. 100 ans après Cicéron, Quintilien trouvait déjà cette déclamation si remplie de tons efféminés et si lascive qu'après avoir décidé qu'il faut faire apprendre la musique aux enfants, il ajoute qu'il n'entend point dire qu'il faille leur faire prendre le goût de la musique qui de son temps régnait sur la scène. Ces chants, continue-t-il, sont si remplis d'impudence et de lasciveté qu'on les peut accuser d'avoir beaucoup contribué à étouffer le peu de courage viril qui nous restait. Je crois pouvoir déclarer plus ouvertement que je ne recommande pas notre moderne musique de théâtre, efféminée et brisée par des modes lascifs et qui a détruit dans une large mesure tout ce qui restait en nous de mâle et vigoureux. Tous les anciens étaient persuadés que le caractère de la musique qui était le plus en usage dans un certain pays influait beaucoup sur les mœurs de ses habitants. Oserons-nous condamner une opinion si générale sur des choses de fait et qui se passaient sous les yeux de ceux qui les ont écrites, quand nous n'avons qu'une connaissance imparfaite de la musique des anciens? J'en appellerai à la philosophie, dont notre siècle fait particulièrement profession. On peut même observer aujourd'hui, dans les lieux où les habitants sont de religions différentes, qu'ils ne sortent pas de leurs églises après le service avec la même humeur.
Cette affection passagère s'y tourne même en habitude. En quelques pays, le souverain est obligé d'exciter par des actes publics le peuple devenu protestant à prendre les mêmes divertissements les jours de dimanche après le service qu'il prenait bien avant que le culte religieux y eût été changé avec la confession de foi, sans qu'on l'y exhortât. Quittons une matière qui deviendrait bientôt trop sérieuse et revenons à notre sujet. Ceux qui ne connaissent pas d'autre théâtre que le théâtre français ne comprendront pas d'abord tout le sens du passage de Quintilien que je viens de citer. Quoiqu'on y ait vu quelques pièces assez licencieuses, néanmoins on y a toujours observé une grande décence, soit quant au ton, soit quant au geste. Il y a des théâtres étrangers où les acteurs tombent tous les jours dans le vice que Quintilien reprend, en imitant tous les tons et tous les accents pour ne point entrer dans d'autres détails que prennent les plus passionnés quand elles se trouvent enfin en pleine liberté. En lisant l'art poétique d'Horace, on voit bien que le vice reproché par Quintilien à la déclamation théâtrale de son temps venait de ce qu'on l'avait voulu rendre plus vive, plus affectueuse et plus expressive, tant du côté de la récitation que du côté du geste, qu'elle ne l'avait été dans les temps antérieurs. Comme Horace a écrit après Cicéron et avant Quintilien, il est curieux d'examiner ce qu'il dit sur les changements arrivés dans la déclamation théâtrale et sur la différence qu'il y avait entre la nouvelle manière de réciter et l'ancienne. Autrefois, dit Horace, on ne se servait point pour accompagner ni pour soutenir les chœurs de flûte d'un volume égal à celui de nos trompettes, et qu'il fallut relier avec du fil de laiton. On n'employait au théâtre que des instruments à vent des plus simples, et dont la portée était très bornée parce qu'ils n'étaient percés que d'un petit nombre de trous. La flûte n'a pas toujours, comme maintenant, été cerclée d'oricalques et rivales de la trompette, mais grêle et naturelle avec peu de trous, elle avait pour rôle de donner le ton au chœur et de la soutenir. Mais, ajoute Horace, la chose est bien changée. Premièrement, le mouvement a été accéléré et l'on se sert pour le régler de mesures dont on ne se servait pas autrefois, ce qui a fait perdre à la récitation son ancienne gravité. Une licence plus grande s'introduisit dans les rythmes et la mélodie. On a encore donné, continue Horace, aux instruments une portée plus grande que celle qu'ils avaient précédemment. Les tons sur lesquels on déclame s'étant ainsi multipliés, il entre plus de sons différents dans la récitation qu'il y en avait entré autrefois. Il faut que les acteurs tirent de leurs poumons bien des sons qu'ils n'étaient pas obligés d'en tirer, s'ils veulent suivre ces nouveaux instruments dont les cordes leur font leur procès avec sévérité quand ils y manquent. En effet, plus une déclamation était chantante, plus les fautes de ceux qui l'exécutaient devaient être sensibles. Qu'il me soit permis, pour éclaircir ce passage d'Horace, de me servir d'une comparaison tirée du chant de l'Église. Saint Ambroise ne fit entrer dans le chant, qu'on nomme encore aujourd'hui le chant ambrosien, que 4 modes qu'on appelle les authentiques. Ce chant en était toujours plus grave, mais il y en avait moins de beauté, et moins d'expression. Des 15 cordes ou des 15 notes principales qu'avait le système de la musique harmonique, il y avait même 4 tons, le ton le plus haut et les 3 tons les plus bas qui n'entraient point dans le chant ambrosien. Quand saint Ambroise le composa, les théâtres étaient encore ouverts et l'on y récitait dans la même langue à laquelle on chantait à l'église. Ce saint ne voulut point, suivant l'apparence qu'on entendit à l'église, les tons propres et fréquents. Au théâtre, saint Grégoire, qui régla le chant qu'on appelle grégorien, environ 50 ans après les théâtres, eurent été fermés, y employa 8 modes en y ajoutant aux 4 dont saint Ambroise s'était servi les modes appelés plagots. Ainsi les 15 cordes de la musique ancienne entrèrent dans le chant grégorien, et tout le monde a trouvé que le chant grégorien surpassait tellement en beauté le chant ambrosien que dès le temps de nos rois de la seconde race, les églises des Gaules quittèrent l'usage du chant ambrosien pour y substituer le chant grégorien. Horace reprend la parole. Les acteurs se sont encore trouvés en même temps dans l'obligation de presser leurs gestes et de hâter leur prononciation, parce que le mouvement avait été accéléré. Ainsi, leur déclamation précipitée apparut une manière de réciter toute nouvelle. Enfin, il est devenu nécessaire que le joueur d'instrument qui doit donner des tons si difficiles à prendre passât souvent d'un endroit de la scène à l'autre, afin que les tons qu'il donnerait
fussent mieux entendus des acteurs, quand ils seraient plus proches d'eux. Ainsi, notre déclamation théâtrale est devenue si vite et si passionnée que l'acteur qui devrait réciter le plus posément, qu'un personnage qui raisonne sensément sur l'avenir débite aujourd'hui les maximes les plus sages, avec autant d'agitation que la prêtresse de Delphes en pouvait montrer, elle rendait ses oracles assise sur le trépied. De même, le joueur de flûte ajouta à l'art l'ancien la gesticulation et le luxe, et dans ses évolutions traîna sa robe sur les tréteaux. De même encore, les cordes sévères de la lyre s'accrurent de tons nouveaux, et une impétueuse éloquence produisit un langage inaccoutumé, et qu'il s'agit de découvrir ou de prédire les événements. Les pensées ne diffèrent plus des oracles de Delphes. La gesticulation précipitée de ces acteurs aura paru des mouvements convulsifs à ceux qui avaient été accoutumés à une récitation plus unie et plus lente. C'est ainsi que le jeu des comédiens italiens paraîtrait une déclamation de possédés à des spectateurs qui n'auraient jamais vu jouer que des comédiens anglais. La nouvelle manière de réciter aurait donc paru fort extraordinaire aux Romains dans ses commencements, mais ils s'y seront habitués dans la suite parce qu'on s'accoutume facilement aux nouveautés qui mettent plus d'action et qui jettent plus d'âme dans les représentations théâtrales. Il y a même de bonnes raisons pour croire que la première cause du changement qui survient dans la déclamation théâtrale du temps de Cicéron venait de ce que les Romains, qui depuis 100 ans avaient beaucoup de commerce avec la Grèce, où ils allaient même étudier les arts et les sciences, changèrent alors leur manière de prononcer. Le théâtre n'aura fait qu'imiter le monde et copier son original.